on va maintenant enchaîner avec l'étude Ipsos à réussir Agra. J'accueille donc Damien Barnier, directeur délégué d'Ipsos, Gabriel Omnes, directeur des rédactions de Réussir, et Christophe Semon, responsable. Quel est ton titre, Christophe? Responsable des études Réussir MDA. Excuse-moi, tu vois, je te vois tous les jours et ton titre exact, je ne l'avais plus en tête. Alors, Christophe, pour introduire l'étude, voilà, quelle est la genèse de cette étude? Dans quel contexte elle a été créée? Ils vont brancher. Pour bien comprendre donc, le contexte où on a réalisé cette étude, il faut remonter à l'année 2024. Donc une année qui a été, on l'a dit tout à l'heure, bouleversée d'un point de vue politique, plein d'incertitudes, d'inquiétudes d'un point de vue économique, social, pour toutes les strates de la société et le monde paysan en particulier. L'approche des élections chambres, d'une présence des syndicats de plus en plus forte sur le terrain, mais également dans les médias. Donc on parle beaucoup d'agriculture, mais avec un prisme de crise. Et dans ce contexte-là, il nous a semblé intéressant d'aller interroger les agriculteurs sur les menaces, mais également les opportunités, parce qu'il y en a plein, perçues sur leur exploitation pour les 10 ans à venir. Ce qui a une influence sur la pérennité des exploitations, bien évidemment, mais également l'installation et la cessation des exploitations pour les gens qui vont partir en retraite. Et donc, qui dit pérennité, dit forcément performance économique, et c'est le fil rouge que nous avons déroulé tout au long de cette étude. Alors, concrètement, comment ça s'est déroulé? Alors concrètement, déjà, le maître d'œuvre pour les études au sein du groupe, donc c'est Arnaud Poncelet, qui est quelque part dans la salle, je crois, qui porte sur ses larges épaules donc, la maîtrise d'œuvre de cette étude en particulier et de toutes les études du groupe. C'est également donc, une concertation avec les équipes de Gabriel et la rédaction sur ce sujet en particulier. C'est donc un partenaire, donc l'Institut d'études Ipsos, pour le traitement de ces données-là. Et puis, c'est également la participation de 3 partenaires sans lesquels cette étude n'aurait pas pu avoir lieu, qui sont le Crédit Mutuel, GRDF et Amazon. Et donc, ils nous ont accompagnés tout au long de cette aventure et qui ont fait preuve de beaucoup de patience. Et alors, dernière question, quelle est la légitimité de l'étude? Alors, la légitimité d'une étude en général, elle repose sur 3 piliers. Déjà, la maîtrise de la base de données, pour savoir quel type de population on va interroger, c'est bien la moindre des choses. Donc au sein du groupe Réussir, la base de données, et Vincent l'a dit tout à l'heure, c'est encore aujourd'hui l'un des axes majeurs et stratégiques du groupe, donc une référence sur le marché. Le deuxième pilier, c'est la connaissance du marché dans lequel on évolue pour bien comprendre les problématiques de nos clients. Et c'est là que nous travaillons avec, je l'ai dit, les équipes de Gabriel, donc les rédactions du groupe qui sont des références en la matière sur le marché. Et enfin, donc, c'est la maîtrise des outils statistiques pour rendre intelligibles ces données. Et c'est là où nous travaillons avec des partenaires tels que l'Institut Ipsos et Arnaud. Merci Christophe. Eh bien, Damien Barnier, c'est à vous. Je vous laisse présenter les résultats de l'étude. Gabriel, tu récupères le micro parce que tu seras là pour interpréter et commenter également cette étude. Bonjour à toutes et à tous, si vous m'entendez bien. Donc, je vais vous présenter les principaux résultats. Alors, c'est vraiment effectivement un exercice assez court qu'on a voulu mettre en avant ici. C'est pour ça que voilà, on a cette contrainte de 20-30 minutes de présentation. C'est vraiment des grands éléments qu'on va vous illustrer ici. Donc l'étude est très récente, puisqu'on l'a menée fin d'année dernière. C'était vraiment pour comprendre la réalité des agriculteurs aujourd'hui. Et si j'enchaîne effectivement avec ces premiers résultats, vous voyez déjà quelques topos rapides. Donc on a un rapide résumé du contexte qui va vraiment être très rapide. Et puis le dispositif, Christophe en a parlé effectivement, mais ça sera vraiment calé sur une interrogation en fait, du panel Réussir qu'on a pu faire, donc avec à peu près 600 agriculteurs qui ont été interrogés. Et puis vous avez ces 3 grands messages en fait, qui vont être portés notamment autour de la perception des agriculteurs aujourd'hui, qui amène à dire que l'agriculture est en crise. C'est vraiment un constat qui est remonté en fait, et le ressenti des agriculteurs qui a pu être exprimé. Et là-dessus, alors il y a plusieurs éléments. C'est vrai que Jean-Marc Jancovici l'a très bien détaillé, mais
on a, nous, une vision notamment sur les niveaux de changement qui peuvent être attendus. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une situation un peu d'inertie. Il y a peu de bouleversements attendus, a priori. Et puis, effectivement, les axes possibles, c'est notamment cet aspect de diversification et de réorientation de certains choix des pratiques agricoles aujourd'hui. Et on aura une rapide conclusion aussi qui sera faite avec Gabriel Omnes. Voilà. Donc pour vous donner quelques éléments rapides sur le contexte, vous remettre en tête, je vais passer très rapidement parce que je pense que tout le monde le connaît largement, ce contexte, le mouvement social qui s'est déclenché depuis début 2024, mais qui finalement couvait depuis un certain nombre d'années et qui s'est vraiment ancré durablement. On a vu des mouvements maintenant en France, mais aussi au niveau européen qui commencent à s'ancrer très, très fortement. Et là-dessus, notre enjeu avec le groupe Réussir et Ipsos Associés, c'était justement de voir comment aujourd'hui les agriculteurs se vivent aujourd'hui dans ces différents défis qu'ils rencontrent et justement comment pouvoir assurer la pérennité de leur exploitation à plus long terme. Je vous redonne quelques éléments rapides sur le dispositif pour vous notamment vous indiquer que voilà, cette association Ipsos Réussir, elle veut se construire dans le temps, donc ça permet effectivement de remettre bien en avant les enjeux clés, à la fois du point de vue de l'ancrage, notamment des rédactions Réussir qui sont très fortement implantées, et puis de l'intelligence de la data que Ipsos peut fournir aussi. L'entité Ipsos Agriculture est basée à Lyon. On a effectivement un certain nombre d'études qui sont réalisées chaque année pour des entreprises, pour différents prestataires, et puis pour certaines branches aussi des filières avec lesquelles on travaille. Les éléments méthodologiques, je les défile très rapidement. Je ne sais pas si tout est très visible à distance, mais simplement pour vous redonner voilà, le cadrage général. On était sur à peu près 600 agriculteurs qui étaient interrogés sur 5 grandes filières que vous voyez ici, qui étaient notamment sur les grandes cultures, la polyculture élevage, élevage bovin et élevage viande, bovin et bovin viande qui étaient représentés. Et puis les dates de l'enquête se sont faites sur fin d'année dernière, du 29 novembre au 29 décembre. Il faut savoir qu'on utilise des méthodes en fait croisées entre à la fois une interrogation online pour pouvoir toucher un large scope d'agriculteurs, et on relance ensuite aussi via des entretiens téléphoniques justement pour finaliser et bien affiner notre plan d'échantillonnage. Et a posteriori, on redresse tous nos résultats, évidemment, pour retrouver une population représentative. Alors, le terme de calage sur marge, c'est un terme un peu statistique, mais simplement qui explique qu'on fait un certain nombre d'itérations pour retrouver une population représentative sur la base des données Eurostat au niveau SAU et puis également région. Alors, rentrons maintenant dans le cœur des résultats. Alors, cette agriculture en crise, elle se caractérise notamment via des éléments de ressenti, de perception des agriculteurs. Les questions qu'on a posées, effectivement, s'orientaient justement sur ce point-là, pour comprendre, voilà, à horizon plutôt court terme pour l'année 2024, finalement, comment s'est passée la perception de son revenu. Et on voit que pour beaucoup d'agriculteurs, une majorité, c'est 59% des personnes qui disent qu'elles ont été plutôt amenées à avoir un revenu qui a baissé. Alors une fois encore, ça reste du déclaratif, et c'est important justement, Gabriel Omnes va le remettre en perspective, mais voilà, on a cette réalité à dire qu'aujourd'hui, des agriculteurs se vivent plutôt en tension dans leur quotidien, notamment au regard des années précédentes, 59% qui voient plutôt un retrait, 34% qui sont plutôt dans une stabilité de leur revenu, et puis effectivement 6% qui sont sur une progression. Là-dessus, on a voulu justement se mettre un petit peu plus dans le temps long, justement. Alors, juste avant, pour vous donner quelques repères, parce que finalement, l'avantage de nos études, c'est qu'on croise des enquêtes professionnelles, telles qu'on a fait pour les agriculteurs, mais on a aussi
cette vision du point de vue des consommateurs. Et donc là, on vous a sorti quelques chiffres qui viennent justement d'une étude qu'on a produite fin d'année dernière, justement sur le niveau du coût de la vie aussi des Français. Et on voit que 44% ont été impactés aussi en termes de revenus disponibles depuis la crise Covid. Donc ça remonte à 3-4 ans, mais effectivement, on a cette vision aussi croisée entre les agriculteurs, les consommateurs. Le miroir est intéressant à regarder. Et donc oui, ce que j'expliquais plus largement, si on essaie de neutraliser 2024, parce que voilà, on sait qu'il y a eu un certain nombre d'accidents aussi sur cette année-là, mais l'évolution plus long terme, on a voulu voir aussi en se mettant 5-10 ans en arrière, finalement, en neutralisant aussi l'année 2024, on voit qu'on a à peu près les mêmes effets. On a aussi cette conséquence à dire que voilà, une majorité, quasiment la moitié des agriculteurs, sont aussi sur une difficulté de revenus assez constante depuis 5-10 ans, et une partie en fait assez réduite, 17% seulement, qui disent que eux ont connu plutôt une croissance sur cette durée assez longue. Voilà. Et donc l'exercice suivant, c'est effectivement d'imaginer la suite. Qu'est-ce qui demain va se dérouler tel que les agriculteurs l'expriment une fois encore. C'est vraiment du point de vue de leur ressenti. On voit que là, on a plutôt un graphique assez partagé. Vous voyez effectivement les différents cercles qu'on met en avant. Là, c'est assez équilibré. À peu près un tiers qui serait amené à dire que le revenu va plutôt continuer à baisser. À peu près un tiers aussi qui considère que ça va se maintenir. Aujourd'hui, effectivement, une minorité qui va plutôt connaître une croissance, telle qu'il nous le remonte. Et puis, un agriculteur sur 5 qui n'arrive pas forcément à imaginer la suite. Alors ça, c'est aussi une information en soi, c'est que finalement, il y a une très faible visibilité, en fait, pour un certain nombre d'exploitants, à imaginer aussi les opportunités de croissance et de revenus additionnels qu'ils peuvent faire. Et le chiffre comparable qu'on peut faire aussi pour les Français, on a ces consommateurs aussi qui disent qu'effectivement, 41% d'entre eux anticipent plutôt un pouvoir d'achat à la baisse dans l'année qui vient. Donc voilà, il y a une cohérence aussi par rapport au marché aval, pour le coup, les consommateurs aussi vont pas forcément avoir beaucoup de marge de manœuvre. Et Jean-Marc Jancovici l'a encore dit, effectivement, aujourd'hui, le panier de dépenses des Français est très peu concentré sur la partie alimentaire, en fait. Alors, on revient sur ces 59% que je vous ai montrés tout à l'heure, parce qu'on a voulu comprendre aussi, finalement, si on essaye de s'intégrer un peu plus sur le long terme et sur un aspect structurel, ces 59% en fait, de personnes qui ont vu une baisse de revenus en 2024, comment ils se découpent ? Ils se découpent en fait en deux parties. Et vous avez notamment ces 35% d'agriculteurs qui, en fait, sont vraiment structurellement dans une situation de baisse de revenus. Et ça, c'est vraiment un cas de figure qu'on rencontre pour un tiers des agriculteurs aujourd'hui, des exploitants. Donc c'est vraiment une tendance baissière déjà très installée depuis 3 à 5 ans. Et puis à côté, les 24% qui sont plutôt dans une situation intermédiaire, qui sont soit sur une stabilité, soit sur une hausse, mais très, très marginale pour le coup. Et de la même façon, si on se projette sur le futur, ces 59% aussi, de la même façon, on a essayé de voir s'ils avaient des perspectives aussi possibles pour la suite. Et on voit que seulement 8% d'entre eux s'attendent à un revenu meilleur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez, une situation un peu critique pour certains, notamment ceux qui, effectivement, les 51%, s'attendent pas forcément à ce que ça monte. Soit ça se stabilise au mieux, soit ça a plutôt tendance à reculer pour le coup. Alors, Gabriel, il y a quand même, peut-être s'arrêter sur cette slide qui est importante, il y a une grosse différence entre le ressenti et la réalité du revenu si on prend les 5 dernières années. Alors bien sûr, il y a différents types d'exploitation, il y a différents systèmes, là c'est confondu, mais il y a quand même un gros écart entre la perception, le ressenti et la réalité. Oui, le premier élément, c'est que là, clairement, on est face à un ressenti de crise.
Donc ça, on trouve là l'illustration de ce qu'on a vu à travers un certain nombre d'événements et jusqu'à bien assez récemment avec des élections qui ont quand même aussi marqué un signe d'un ressenti assez violent sur le terrain. Et ce ressenti de crise, on le voit bien là. Ce qui est intéressant en effet, c'est que quand on regarde 2023, on a eu pour à peu près tout le monde des chutes de revenus assez conséquentes. Donc là, on est vraiment dans une situation qui a été compliquée pour une grande majorité de filières, une grande majorité d'agriculteurs. 2024, on est déjà sur autre chose. Il y a des éleveurs ou en tout cas des gens qui connaissent très bien la filière allaitante dans la salle. C'est pas en ce moment que les conditions sont les plus compliquées. Et quand on regarde en prenant une focale un petit peu plus longue et qu'on se projette sur les 5 dernières années, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, la séquence 2016-2022, c'est pas la séquence qui a été la pire. C'est-à-dire que 2016, on a eu tout le monde au fond du trou. C'était vraiment la cata totale pour à peu près tout le monde. Ça a été très très difficile et ça a laissé des traces. Et probablement notamment que ce 2016 explique en partie ce ressenti qu'on a là. Parce que ce qui s'est passé depuis 2016 et jusqu'à ce que ça culmine en 2022, c'était quand même une remontée globale. Encore une fois, comme le disait Vincent, on est face à des situations qui sont extrêmement variables. On a des filières qui ont des comportements différents, des pas de temps différents. Mais néanmoins, entre 2016, fond du trou, et 2022, où là, bon, je pense qu'on connaît assez peu d'agriculteurs pour qui ça a été catastrophique 2022. Ou alors c'est qu'il y a des problèmes qui sont liés à l'exploitation, mais on s'est quand même trouvé dans une situation extrêmement favorable. Donc, quand on dit... on se retrouve globalement dans une situation de revenus baissiers entre 2016 et 2022, si on prend les 5 années ou 6 années. C'est en effet pas ce que montrent les chiffres. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a cet écart entre ce qui a pu être perçu, y compris 2024 pour un certain nombre de filières, et la réalité des chiffres. Donc derrière ça, comment est-ce qu'on peut voir tout ça ? C'est vécu comme une crise de la part des agriculteurs. C'est vécu comme une incertitude. Et on voit bien à quel point il y a des craintes pour l'avenir. Alors, on peut mettre la question du manque de lisibilité, de visibilité. On va avoir des filières dont les revenus vont varier très peu. Typiquement, bovin-viande, on est sur des niveaux bas, mais qui sont relativement stables. Alors, c'est un peu... En gros, on est un peu au plancher depuis longtemps, mais au moins, ça ne bouge pas. Et puis, on va avoir des filières où là, on aura des évolutions extrêmement fortes. Je pense à la filière porcine. On passe par des hauts et des bas assez conséquents. En grande culture, c'est le même genre de pattern, encore plus quand on est en grande culture spécialisée. Donc, je pense qu'il y a d'abord l'expression derrière ces chiffres d'une situation de difficulté. C'est vécu comme une crise et sur la durée, même si les chiffres laissent penser qu'à certains moments, quand même, ça n'a pas été tant si pire que ça. Et il y a aussi cette difficulté à se projeter, à avoir cette vision économique de l'avenir. Et probablement aussi que ça, il faut l'avoir en tête, parce que ce qu'on voit sur le terrain, moi je travaille avec des rédactions, c'est une trentaine de journalistes, c'est plusieurs centaines de reportages chaque année sur le terrain pour réussir. Et on sent très fortement cette inquiétude sur la capacité à se projeter et donc des choix qui sont portés beaucoup par l'économique. Aujourd'hui, quand on parle de changement de modèle, et on va voir par la suite, on voit bien qu'à partir du moment où on est dans un tel niveau d'insécurité, dans un tel niveau vécu d'insécurité et de crise, on voit mal comment on va prendre des gros risques économiques pour changer. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est assez intéressant. Merci pour cet éclairage. Pour enchaîner justement sur les aspects de facteurs de risque, Gabriel, vous en parliez, on a justement voulu regarder un peu plus en détail les contraintes aujourd'hui qui s'appliquent. Alors, elles sont nombreuses, c'est vrai qu'il y a des effets un peu massifs là, de ce graphique qui peut effrayer. Et là-dessus, en fait, justement, ce qu'on voit notamment, alors on a finalement classé un peu ces risques, vous voyez les mentions qu'on a mis ici, qui sont finalement des regroupements en fait, de différents types de risques qu'on a pu organiser. On voit notamment qu'il y a cet aspect de risque exogène qui est très fort, qui passe notamment par les contraintes réglementaires, qui sont des éléments qui sont fortement remontés pour 48% des agriculteurs. Et puis vous avez effectivement, toujours sur ces aspects de risque exogène, les risques autour du déficit de main-d'œuvre
Et puis effectivement les déficits d'image aussi qui peuvent ressortir, mais un peu plus secondairement. L'autre risque important et qui vient aussi finalement conforter des éléments qu'ont pu remonter les acteurs du Shift Project, c'est l'aspect climatique qui revient très fortement, les contraintes environnementales, le dérèglement climatique qui vient aussi finalement heurter et directement se confronter à la réalité des agriculteurs. Donc aujourd'hui, ça devient le risque principal. Si vous regardez effectivement les éléments détaillés, 52%. Et ça intègre aussi l'accès à l'eau qui alors était moins compliqué en 2024, mais voilà, qui reste quand même de façon importante impacté. Et puis les aspects de risque économique qui viennent en troisième point aussi. Là, vous avez notamment tout l'environnement international qui fait que voilà, l'environnement, les marchés internationaux, la volatilité des cours sont directement aussi des facteurs aggravants pour les agriculteurs, notamment pour les débouchés de leur production. Voilà. Et puis effectivement, le niveau des aides aussi qui peut se structurer, les risques techniques aussi qu'on retrouve ici, sur la partie notamment maladie, épizootie, qui sont des éléments aussi très fortement présents auprès des agriculteurs. Donc tous ces éléments en fait se cumulent un peu, mais principalement la contrainte réglementaire, les aléas climatiques qui viennent finalement heurter très rapidement la réalité des agriculteurs. Je vous donne simplement aussi une lecture rapide en fait, sur les tendances, puisqu'on a demandé en fait, aux agriculteurs de la même façon comment ils se projetaient sur 5-10 ans par rapport à ces facteurs. Est-ce qu'il va y avoir des effets plutôt d'amplification ou de tassement? Et on voit que notamment les contraintes réglementaires, semble-t-il, en tout cas, on les anticipe de façon un peu plus... elles devraient s'alléger, d'après ce que disent les agriculteurs. Donc ça, c'est des éléments aussi qui sont importants à prendre en compte. Et puis, de la même façon aussi, on a demandé notamment aux agriculteurs de voir aujourd'hui quelles sont les composantes principales en fait, de leur chiffre d'affaires. Alors évidemment, la vente des productions est très largement représentée, c'est le premier élément qui est mis en avant. Mais vous avez aussi notamment les aides, les subventions qui viennent aussi en deuxième point, à 51%. La production aussi d'énergie qui vient en troisième temps et qui est intéressant à regarder, 14% aujourd'hui. Vous avez aussi des éléments sur la vente directe aux consommateurs. Donc ça, c'est effectivement le fait d'éviter les intermédiaires. Mais voilà, ça se met aussi en place. Et puis d'autres éléments sur les prestations de services aussi qui peuvent être valorisées. Là, on est en dessous de 10% en fait, d'impact. La vente sous contrat aussi auprès des GMS et puis des acteurs de la grande distribution, voilà, ça c'est aussi assez bas. Et les structures d'accueil auprès notamment le tourisme vert, le tourisme agricole, n'a pas émergé ici. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas forcément certaines cultures spécialisées aussi qui auraient pu remonter ce chiffre-là. Et justement, si on fait quelques éclairages rapides, la vente notamment aux consommateurs en vente directe, on voit que c'est plus le cas des plus jeunes agriculteurs qui font ce choix-là aussi, les moins de 45 ans qui sont davantage sur cet aspect-là. Et de la même façon, sur la production d'énergie, alors on a pu aussi zoomer sur finalement les agriculteurs qui étaient déjà engagés dans la méthanisation, et eux, pour le coup, remontent très nettement en fait, cet accès directement à la production d'énergie comme moteur en fait, du chiffre d'affaires, en tout cas facteur de composante clé du chiffre d'affaires, c'est pour près de la moitié des agriculteurs engagés dans la méthanisation pour le coup. Ouais. Alors pour la suite, comment on s'organise là-dessus et qu'est-ce qui se passe, en tout cas qu'est-ce que les agriculteurs imaginent demain, notamment alors, sur les sources d'accompagnement, le premier point aussi qu'on a pu noter, notamment sur l'économie, les sources d'économie, de conseils économiques qu'on a pu identifier. Vous avez trois grandes composantes, en tout cas trois grands partenaires, on va dire, de ce secteur, notamment les centres de gestion comptabilité, les CER, qui sont aujourd'hui à 50%, qui interviennent sur ce conseil économique. Les conseillers des chambres, CETA aussi, les instituts techniques qui viennent à 37%. Les autres agriculteurs, donc l'appui des pairs finalement qui vient quand même en troisième point. Le partage d'expérience est important, 29% d'entre eux. Et puis vous avez aussi
le conseil des conseillers techniques, de la distribution coopérative négoce qui vient en 4e position, 26%. Les banques interviennent aussi en 5e rang, 19%. Donc on voit que ce sont vraiment ces grands acteurs-là qui sont vraiment prioritaires. Et puis après, le rôle des médias, alors pour l'aspect économique est moins marquant. Hein. Une fois encore, on peut avoir d'autres éléments, d'autres informations plus générales dans ce type de support, mais en tout cas sur la partie économique, on voit que l'Internet agricole, la presse agricole est un peu plus bas. Vous voyez ensuite que tous les autres acteurs de la filière, finalement, sur la chaîne de valeur, les clients transformateurs, aussi les concessionnaires, les constructeurs viennent beaucoup plus bas. Les salons aussi, finalement, on ne va pas forcément avoir de l'information économique sur ce type d'événement. Voilà. Et sur les perspectives de changement, alors justement, je crois que Gabriel Omnes en parlait, mais on a plutôt cette tendance à dire qu'aujourd'hui, le conventionnel, le raisonné va rester quand même très largement représenté. Alors on a voulu justement regarder, en essayant de se projeter plutôt sur la réalité aujourd'hui et puis dans le futur, ce qui va se passer. Globalement, c'est très comparable, hein, même s'il y a un mouvement progressif qui se fait vers davantage d'orientation durable. Voilà, la conversion ne sera pas massive, en tout cas, ce n'est pas des éléments qui peuvent remonter. Après, il y a quelques nuances, effectivement, notamment si on regarde pour la partie plus conventionnelle, raisonnée, on voit que c'est plutôt les agriculteurs un peu plus âgés qui vont rester sur ce choix-là, donc qui ne vont pas forcément, eux, faire cet effort ou cet investissement pour basculer vers des productions plus durables. Et puis, à l'inverse, vous voyez notamment que la filière laitière, elle, est beaucoup plus sur cette orientation verte, on va dire, en tout cas dans la manière de positionner les pratiques, notamment les bovins laits qui sont sur cette tendance-là. Ouais. Gabriel, comment tu interprètes cette diapositive-là? C'est-à-dire que finalement, il y a une forme de stabilité. Alors, est-ce qu'on est dans la logique, finalement, ça tient, je bouge pas, je résiste, je continue comme ça? Ou alors, à l'inverse, par rapport au moral des agriculteurs, on est dans une logique, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, de toute façon, je change rien. C'est quoi ton interprétation? Ça, en effet, c'est un élément qui est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on a constaté dans la séquence précédente? C'est que les agriculteurs se déclarent en situation difficile, ils considèrent que leurs revenus baissent. Alors, à tort ou à raison, pour certaines filières et pour certains types d'exploitation, mais ils ont ce sentiment-là. Donc ce sentiment de crise, ce sentiment de difficulté face à des contraintes. On a vu qu'il y avait des questions de changement climatique. Alors là, on est vraiment sur un secteur en agriculture où les climato-sceptiques ont quasiment disparu, hormis, il en reste quelques-uns, mais c'est vraiment une frange de la population qui a vite compris qu'il y avait quelque chose à l'œuvre. Donc, on pourrait se dire que ça va les emmener à bouger, à envisager autre chose. Finalement, quand on regarde ces chiffres-là, on se dit, il y a ce sentiment de crise, il y a ces difficultés rencontrées, on est face à des grands changements, on a parlé aussi des épizooties, des choses comme ça qui viennent bouleverser la donne. Et qu'est-ce qu'on voit là? Que finalement, le mode de production, il n'y a pas vraiment de grande bascule envisagée vers ce qu'il aurait proposé par ailleurs. Alors on pourra d'ailleurs, il y a quelques slides suivantes là où il va y avoir des choses complémentaires aussi intéressantes, mais on verra que au-delà de la question du mode de production, il y a aussi le mode de commercialisation, où finalement il n'y a pas grand-chose qui est envisagé en termes de grosses bascules. Les circuits de distribution, de même. Donc on est vraiment face à une situation où il y a un problème qui est vécu et il n'y a pas cette projection vers des modèles alternatifs. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Là encore, c'est des choses, il faut entrer dans le détail. C'est vrai que là, on a mis dans un même item entre bio, HVE et des éléments, on va dire, durables. Après, il faut aller voir un petit peu plus dans le détail ce qui se passe. Mais globalement, on est face à des agriculteurs qui ont besoin de mode d'emploi. On est face à des agriculteurs qui sont dans des situations difficiles à gérer, mais pour l'instant, et c'est ce qu'on entend aussi sur le terrain, le changement, pour la grande majorité d'entre eux, c'est synonyme de prise de risque. Et oui, ok, je suis en situation pas évidente, ouais, j'ai l'impression que ça se dégrade plutôt, oui, je vois bien qu'il y a des trucs qui vont me tomber sur le coin du nez, que ce soit de nouveaux aléas climatiques extrêmement dommageables pour mon élevage, mes cultures, mais ça ne suffit pas à faire bouger. Et c'est quand même quelque chose qui doit nous interpeller sur quel type d'accompagnement on doit apporter,
qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'agriculture aille là où on souhaite l'emmener. Donc, si on veut emmener vers plus de bio, par exemple, on voit bien que là, il n'y a pas de mouvement de bascule extrêmement fort. Alors, en plus, clairement, je pense qu'on aurait fait cette enquête il y a 1 an, on n'aurait peut-être pas eu tout à fait les mêmes résultats. Hein. Donc là, il y a eu quand même un crash test assez violent pour la bio. Mais globalement, par exemple, prenons l'agriculture de conservation des sols. Donc, tout à l'heure, Jean-Marc Jancovici disait il y a un problème probablement de culture, de connaissances, d'adoption de nouvelles façons d'appréhender les choses. Sur le terrain, ce n'est pas ça qu'ils disent. Sur le terrain, on a des gens qui disent c'est hyper compliqué. L'agroécologie, c'est hyper compliqué. C'est des solutions où c'est du cas par cas, c'est exploitation par exploitation, c'est un niveau d'expertise extrêmement poussé. Ouais, il faut être expert pour aller utiliser des produits phyto, il faut quand même connaître la réglementation, il faut savoir comment ça marche, il faut savoir reconnaître les adventismes. Donc il y a une expertise, mais quand on passe à une gestion complètement agroécologique, c'est-à-dire on va nettement moins chercher à bouleverser des équilibres tout en gardant de la productivité, ça devient extrêmement compliqué. Et on peut en discuter, y compris avec des gens, alors je parle de l'ACS, mais en bio, ça peut être en grande partie vrai aussi, sauf qu'en bio, normalement, il y a un revenu qui permet de compenser ces difficultés. Mais ce qu'on voit en ACS et en agroécologie, c'est quand même des situations où les gens, même militants, disent « je sais que je prends un risque supplémentaire ». Et il n'y a personne pour me le couvrir. Donc, il y a des gens qui acceptent d'y aller parce qu'ils sont convaincus, parce que techniquement, souvent, c'est des bons, et donc ils essayent. Il y a une question d'accompagnement, et on l'a vu tout à l'heure que l'agriculteur est quand même bien accompagné à beaucoup d'interlocuteurs. Mais la grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'ils ont besoin d'un mode d'emploi pour savoir comment sécuriser ce changement. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on voit là, c'est que manifestement, ils ne considèrent pas l'avoir. Et donc cette prise de risque derrière, elle est extrêmement conséquente, d'où cette difficulté à bouger. Et je crois qu'il y a quelques slides qui suivent sur... on a la même chose sur circuit de distribution, on a la même chose sur les débouchés. Donc, je te laisse poursuivre sur les slides suivants. Merci. J'enchaîne sur cette dernière séquence, justement sur alors le cadre en fait du changement. On était justement sur cette question sur voilà, comment vous imaginez le cadre de développement pour le futur. Et on voit que globalement, c'est plutôt à dire qu'on maintient son cadre de développement pour une majorité d'entre eux. Effectivement, certains sont prêts à intégrer un nouvel associé sur la ferme. Ça, c'est une option aussi qui est possible. Mais on voit que globalement, c'est plutôt un maintien de la situation et de la structure actuelle. Ouais. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que qu'est-ce qui bouge ? C'est la logique uniquement de l'installation et de la transmission. Oui, en effet, on a quand même un très grand nombre d'agriculteurs qui vont céder leurs fermes dans les années qui viennent. Ce sont des gens qui vont chercher à installer du monde. Donc, bien souvent, cette installation, c'est la façon de faire venir quelqu'un sur l'exploitation, c'est une façon de préparer la transmission derrière. Et c'est à peu près le seul élément où on voit les choses bouger. Là, ils sont confrontés à quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement réel, c'est-à-dire ma ferme, il va falloir que je la cède. Faire entrer quelqu'un sur l'exploitation pour derrière la transmettre, c'est un moyen de procéder. Par contre, pour le reste, on voit bien qu'il n'y a pas de perspective de modifier profondément la structure. On voit là la question du travail mutualisé, de l'entraide. Finalement, ils n'y voient pas une porte de sortie comme une réponse à toutes les problématiques qu'on a évoquées plus tôt et une façon de sécuriser l'avenir. On a une dernière séquence aussi qui concerne les choix de diversification, parce qu'effectivement, le constat, de façon spontanée, ils ont du mal à imaginer ces évolutions-là. Après, on a voulu les relancer malgré tout sur un certain nombre de points, notamment pour comprendre les composantes du revenu futur. Donc on voit que malgré tout, les débouchés autour de la vente des productions restent majeurs. C'est toujours l'élément clé, 78%. Le fait aussi d'avoir des accès aux aides, on est à 44% dans la composante du revenu futur. Là où on a des mouvements, c'est notamment la production d'énergie. Là, on a des hausses qui sont plus notables, 29% effectivement, qui voient cet élément comme un élément d'opportunité pour constituer un revenu dans les prochaines années. La vente directe reste assez limitée, 13%, la prestation de services aussi. Vente sous contrat également, là on est beaucoup plus marginal là, au niveau de ces scores.
Et donc, les effets qu'on a notés, hein, donc là, on comparait par rapport au score qu'on vous a montré tout à l'heure, en termes de composantes actuelles et futures. On voit qu'il y a des mouvements, plutôt à dire que la vente de la production va un peu se réduire en termes de composantes du revenu. De la même façon sur les aides et les subventions également. Et là, on a un transfert, ça se fait sur la partie de la production d'énergie, justement. Le photovoltaïque, la méthanisation, tous ces éléments sont plutôt vus comme des éléments d'opportunité de nouvelle croissance aussi pour l'exploitation. Et puis le dernier temps, effectivement, à dire que voilà, vous avez sur les prestations de services aussi quelques attentes aussi complémentaires là-dessus. Alors, le dernier élément qu'on voulait vous présenter pour cette matinée, sur cette étude Agri-Enjeux, c'était justement sur les activités futures pour pérenniser l'exploitation. Donc ça, c'est un élément aussi qu'on a pu mettre en proposition. Une fois encore, on était sur relance, pour le coup. On demandait aux agriculteurs, justement, de se positionner sur ces actions, sur ces priorités futures. Et vous voyez que ça s'oriente autour de grands thèmes, hein, notamment la partie gains de productivité, qui sont aussi importants, notamment sur le fait d'améliorer les performances techniques, la productivité en général, 57% qui expriment ce souhait-là. L'augmentation aussi des capacités de production, des surfaces ou des cheptels aussi, 27%. Donc ça constitue effectivement le premier pôle de pérennisation. Vous avez aussi tout ce qui concerne plutôt les aspects de rationalisation ou de commercialisation aussi des productions, notamment l'abandon de certaines cultures, hein, c'est 38% qui sont dans ce choix-là, pour orienter sur des productions plus rentables. Le fait aussi de maîtriser directement la commercialisation des productions, ça revient un petit peu plus, 27%. Le choix aussi d'aller dans certains engagements, labellisation ou démarches de qualité, 23% d'entre eux. Et le fait d'aller vers de la transformation effectivement à valeur des productions sur l'exploitation, ça c'est plus marginal, 14%. L'autre thème aussi intéressant, c'est justement la diversification. Et on voit que là aussi, on a des éléments qui remontent sur la production d'énergie, parce que c'est 45% d'entre eux qui considèrent que voilà, c'est un gain aussi pour l'activité d'aller justement sur ces choix-là. Aussi le fait de davantage sensibiliser le grand public sur ces actions-là, 18%. Les choix aussi autour de structures d'accueil, de tourisme à la ferme, 10% aujourd'hui des agriculteurs qui voient ça comme une pérennisation d'activité. Et les aspects réglementaires qui reviennent plus bas pour le coup, un certain nombre d'approches ou de choix de mise aux normes aussi des installations, 24%, ou aussi sur les activités autour du bien-être animal. Et les axes aussi de maîtrise de l'eau, bon, ça a moins de succès pour cette année-là, 23%, qui ont remis en avant cet aspect de pérennité de l'exploitation autour de ces actions. Alors là, on voit quand même une tendance très, très forte, c'est augmenter la productivité. Paradoxalement, tout à l'heure, sur les structures d'exploitation, quand on parlait de productivité et d'intensification, c'était très bas, c'était à 3% et ça ne bougeait pas. Alors, on augmente la productivité, mais on ne touche pas à la structure d'exploitation et on n'aime pas trop le mot intensification. Est-ce que c'est un bon résumé? Comment tu l'interprètes, toi? Le premier élément là, qui est quand même très intéressant sur cette succession de slides, c'est l'attachement à l'acte de production. Alors ça paraît une lapalissade, mais n'empêche que là, on le voit très très clairement. Il y a un attachement très très fortement exprimé à l'acte de production alimentaire, avant tout bien sûr, de la part des agriculteurs. On le voit de différentes manières. Quand on leur demande, dans l'étude, on leur demandait citer 3 composantes de création de votre chiffre d'affaires. Et donc, je me souviens, 80%, je crois, dans les 3 qui étaient cités, il y avait à 80% la vente de mes produits. Alors, ce qui est intéressant, c'est les 20% qui n'ont pas cité la production comme étant un élément de leur chiffre d'affaires. Ce serait intéressant d'aller creuser du coup comment ils se perçoivent. Mais donc, il y a cet élément productif très très fort. Cet élément productif, on le retrouve aussi quand on leur demande finalement s'il y avait quelque chose là qu'on préfère en plus, quelque chose qui permettrait de sécuriser le revenu, ce serait quoi? Ce qui ressort très fortement, c'est l'évolution vers les énergies, vers la production d'énergie. Et
probablement qu'il y a là quand même un élément qui explique aussi cette perspective de producteurs d'énergie, c'est qu'ils restent dans une logique de production. Alors ils sont producteurs d'alimentation, et ça honnêtement, tous les jours sur le terrain, quand on va faire nos reportages, ça vient à un moment donné dans la discussion. Ah mais moi je suis là pour produire de l'alimentation, je suis là pour nourrir les gens. C'est vraiment un attachement très fort. Donc cet acte de production, il est avant tout alimentaire. Mais on voit que s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire bouger en termes de revenus, de pérennisation économique, eh ben, c'est du côté de la production d'énergie que ça se joue. Donc il reste dans ce registre de producteurs. Et ça, c'est extrêmement intéressant, et probablement ça explique aussi en partie cette acceptation de ce type de diversification. Alors ça n'enlève pas le fait qu'il y a des débats au sein de cette activité de production d'énergie. Il y a des débats sur les modèles. Vous discutez avec les gens de mettre des panneaux photovoltaïques sur leurs bâtiments existants, voire de construire un hangar qui servira à porter des panneaux photovoltaïques. Il n'y a pas de débat. Beaucoup disent même, à une époque, il y a quelques années, quand c'était vraiment très compliqué, ils disaient moi, ça me rémunère plus que de vendre mes volailles, par exemple. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème d'acceptabilité. Il y a quand même des vraies questions, il y a des discussions, il y a des polémiques, il y a des désaccords. Dès qu'on commence à parler méthanisation, méthanisation comment, avec quoi, quelle culture je mets dedans. Il y a des discussions, et on en a entendu parler encore récemment, autour de l'agrivoltaïque, où là, on n'est pas sur les panneaux sur les toits, mais dans les champs. Et là, il peut y avoir des questions de concurrence, de choc entre la production alimentaire et la production d'énergie. Et là, ce sont des situations où on peut avoir des débats et des acceptations plus compliquées. Mais globalement, on voit qu'on reste dans cette logique de production. Et le deuxième élément qui est quand même très intéressant autour de cette question de la production, c'est cette perspective de dire si je dois faire bouger les choses, comment je les fais bouger ? Vers plus de productivité. C'est quand même un élément fort. Alors, comme tu le signalais, Vincent, ils ne vont pas dire on est dans l'intensif, on va y aller plein pot, parce qu'ils ne se vivent pas du tout comme ça. Ils se vivent comme des gens qui produisent et qui ont, par unité de surface, ils essayent de faire au mieux. C'est une des voies poursuivies. Il y en a d'autres, mais pour créer de la valeur. Sur les fermes aujourd'hui, on voit ceux qui vont être dans une logique de production plus importante par unité. D'autres vont chercher à mieux valoriser ce qu'ils produisent sans forcément produire plus. Mais on sent quand même, et les derniers chiffres, par exemple, sur la production laitière le montrent, ceux qui s'en sont plutôt mieux tirés, c'est ceux qui ont su bien développer leur productivité dans un système pertinent, adapté. Donc il y a vraiment cette logique très très forte d'un attachement à l'acte de production. L'autre élément, moi, que je trouve très intéressant, qui pourrait passer un petit peu inaperçu, mais qui est intéressant, c'est qu'il y a uniquement 50% des agriculteurs interrogés qui citent les aides, et notamment les aides PAC, comme une composante importante, c'est-à-dire une des 3 composantes du chiffre d'affaires. Petit rappel quand même, ces 10 dernières années, les aides PAC, c'était, si on prend la moyenne de la Ferme France, 74% du revenu. C'est 200% du revenu en bovin-viande. C'est entre 60 et 110% en grande culture selon les années, puisqu'on a nettement plus de volatilité. C'est en moyenne 34 000 € par exploitation. Ça monte à 50 000 en moyenne pour les bovins-viande. Donc ce qui est aussi intéressant, et je pense que ça reflète aussi cette projection qu'ils ont d'eux, et à juste titre, mais de producteurs, et ce rôle de producteur, c'est que les aides PAC, qui sont aujourd'hui quand même un levier absolument indispensable pour garder la tête hors de l'eau pour un certain nombre d'agriculteurs, c'est cité que dans 50% des cas comme étant une composante de ce chiffre d'affaires. Donc c'est aussi un élément qui est assez intéressant. Alors avant de passer la parole à la salle pour voir s'il y a des réactions, est-ce que vous avez, chacun de vous, là, voilà, 1 ou 2 chiffres qui vous ont marqué, 1 ou 2 éléments à retenir, voilà, l'élément qui vous a marqué, peut-être, Damien, en faisant cette étude? En fait, on a toujours cet effet tangible. Enfin, Gabriel l'a bien illustré, mais on a, nous, aussi des mesures qu'on fait par ailleurs sur les consommateurs, et on voit toujours un peu cet écart entre le perceptuel, le ressenti, et puis la réalité. Donc, c'est typiquement sur les consommateurs, on voit cette tendance à dire que on veut valoriser plutôt
les plats faits maison, le fait de valoriser plutôt des produits faits locaux, etc. Tout ça sont des tendances aussi qui sont un peu émergentes. Mais dans la réalité, les premiers restaurants qui sont fréquentés par les Français, c'est les fast-food. Donc il y a toujours cet effet qu'on appelle souvent le say-do gap, c'est que finalement, voilà, on est dans l'action pour l'environnement, par exemple, on veut s'engager là-dessus, mais en même temps, quand on mesure concrètement, les Français disent qu'ils sont déjà en saturation et qu'ils ne peuvent pas faire davantage en fait pour l'environnement. Donc cet effet-là qu'on voit sur les consommateurs, on retrouve un peu les mêmes tendances du point de vue des agriculteurs. Moi, c'est ce qui m'a marqué effectivement, de confronter entre un ressenti qui est souvent compliqué, le mouvement aussi des agriculteurs, le mouvement social aussi ancre sans doute davantage encore ces perceptions et ces risques en fait qui sont amplifiés. Et puis de l'autre côté, la réalité des chiffres, et Gabriel l'a bien illustré, mais voilà, ça c'est l'élément, je pense, le plus marquant pour moi et pour cette étude. Gabriel, voilà, tu as le mot de la fin, l'élément qui t'a marqué. Très temporaire, alors comme mot de la fin sur des questions aussi vastes. Moi, ce que je retiens quand même, c'est cette expression-là qui est extrêmement verbalisée de se vivre en situation de crise et durablement en situation de crise. Ça, c'est quand même très très fort. Et quand on confronte aux chiffres réels, on voit que quand même la situation est un peu plus compliquée, mais c'est vraiment vécu massivement comme ça. Donc c'est un élément extrêmement important. Et derrière cette situation de crise, il y a le fait qu'on a l'impression qu'ils se disent mais où est-ce qu'on doit aller ? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement ? Qu'est-ce qu'on peut changer ? Alors, il y a beaucoup de gens là dans la salle qui sont des gens qui connaissent le terrain. Et donc, vous êtes tous au contact d'agriculteurs qui essayent des choses, qui se lancent, qui se diversifient, qui font évoluer leur système. Donc, on voit bien que sur le terrain, on n'a pas cet immobilisme qu'on pourrait penser. En voyant juste les chiffres, on se dit, bon, finalement, ils sont dans un modèle, ils n'en bougent pas, on leur propose des trucs, ils n'en veulent pas, qu'ils se débrouillent. Oui, ils se débrouillent. C'est-à-dire que sur le terrain, on voit il y a beaucoup de tentatives et de manières d'appréhender son système pour le faire évoluer. Donc on n'est pas dans un immobilisme, mais on sent qu'ils ne voient pas de modèle de changement, de modèle massif qui leur apporterait la garantie de pouvoir faire perdurer leur système. Et je pense que c'est aussi un élément d'explication de la difficulté actuelle du monde agricole et peut-être de ce sentiment de crise aussi, qui est qu'ils sont quand même confrontés à des injonctions. Alors tout à l'heure, Jean-Marc Jancovici parlait d'injonctions contradictoires. C'est vrai que c'est une expression qu'on utilise souvent, mais qui est tellement vraie pour en ce qui concerne le monde agricole, c'est qu'en effet, il faut qu'ils produisent à pas cher. On va le voir face à des concurrents internationaux qui peuvent être assez solides. On va le voir pendant les débats à suivre. Il faut qu'ils produisent de la qualité. Il faut évidemment que ce soit en préservant l'environnement, mais sans que les modèles qu'on leur propose pour aller davantage vers ce genre de demande sociétale soient extrêmement balisés, extrêmement sécurisés. Donc on est vraiment face à cette situation de on fait le constat de la difficulté, mais on a quand même du mal à savoir où on doit aller. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est quand même toute l'importance de l'accompagnement du monde agricole. On a vu dans les slides, on voyait qu'il y a un accompagnement important, il y a les centres de gestion, il y a les chambres d'agriculture, il y a tout cet encadrement, et puis ce qu'ils peuvent trouver évidemment la presse agricole, qui est quand même l'élément le plus important pour les agriculteurs et pour les aider à changer et à évoluer. Mais au-delà de la plaisanterie, il y a vraiment une responsabilité de tout cet environnement d'apporter des solutions, d'apporter des références, de sécuriser les systèmes pour permettre le changement. Et quand on voit la diversité des systèmes, quand on voit la diversité des résultats au sein d'une même filière, et parfois même dans des petites régions, pour un même type de production, on voit qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, qu'il y a des écarts types assez importants. Donc ça veut dire qu'il y a une importance vitale de faire circuler cette information, de former et d'informer pour trouver les meilleures solutions pour continuer à avancer. Oui, Gabriel, je te coupe un peu. Si on veut avoir le temps d'avoir des questions, des réactions dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je ne vois pas de... Si, il y a une main qui se lève. Édouard, tu as vu ? Super. Il y a deux mains. Alors voilà, même comme tout à l'heure, si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question. Sébastien Prin, Crédit Mutuel. Donc merci pour cette enquête. Je trouve qu'elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet de mettre des chiffres, des mots sur certains éléments de la crise actuelle.
Notamment, il y a deux éléments qui m'ont interpellé et qu'on peut mettre d'ailleurs en lien avec l'intervention précédente de M. Jancovici. Le premier, c'est la question de la différence, vous l'avez dit à plusieurs reprises, entre la perception du revenu par les agriculteurs et la réalité. Et ça montre bien que si on veut engager, si on veut accélérer les transitions, la question de la sécurisation des revenus, vous l'avez dit en conclusion, me semble tout aussi importante que celle des prix. Et on voit bien à travers ça que si les agriculteurs plébiscitent dans les solutions d'avenir les productions d'énergie, c'est aussi parce que ce sont des productions contractualisées avec des prix sécurisés sur plusieurs années qui permettent justement d'engager ensuite la prise de risque et les transitions. Donc je trouve que c'est vraiment un des éléments importants. Et l'autre élément que je trouve intéressant dans cette enquête, c'est qu'elle donne une vision quand même assez positive et optimiste en projetant les agriculteurs sur des solutions. Et l'une des solutions clés, et on le voit bien aussi, c'est la condition de la productivité, de la production de la biomasse, qui est au centre du projet, du rapport du Shift Projet. Et la question derrière cela, c'est jusqu'à combien on peut augmenter la productivité et la production de biomasse en France, tout en préservant l'environnement. Donc c'est là la question centrale et le nœud de ces transitions écologiques. Merci, je vous laisse passer le micro à votre voisin. Mohamed Bendjen, journaliste pour JAMAG. Merci d'abord pour cette étude. Vous avez évoqué par rapport aux perspectives l'installation et la transmission. Est-ce que vous avez des chiffres et quel est l'état de ce renouvellement des générations courant 2024 ? Alors là, des chiffres 2024 précisément, non. On considère que dans les 10 ans, il y a plus de la moitié des fermes qui devront changer de main. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et c'est face à ça, c'est à ça que sont confrontés l'ensemble des acteurs et des accompagnants du monde agricole. C'est comment on permet cette transmission-là. Sur 2024, il faudrait qu'on aille creuser. Je ne sais pas s'il y a des choses dans l'étude qui permettaient un peu de quantifier ça parmi les sondés. Je n'ai pas d'éléments en tête là, pour vous formaliser ça. Le seul élément, c'était effectivement de voir qu'on avait les plus de 55 ans qui imaginaient de faire monter un associé progressivement, mais voilà, c'était 20% à date. On n'a pas regardé selon les filières s'il y avait des choses qui pouvaient se passer, mais ça peut être un élément qu'on peut aller creuser, effectivement. Ouais. Et peut-être un complément sur la productivité, la notion de productivité. C'est clairement une des pistes, et dans un certain nombre de filières, ça a montré ces dernières années que quand on regardait d'un point de vue économique, ça fonctionnait, avec derrière la productivité une notion qui est extrêmement importante, qui est celle de marge, et parfois qui a été oubliée dans certains cas et dans certaines logiques économiques. Et donc la productivité a permis, dans un certain nombre de situations, de développer la marge et donc le revenu, mais c'est un élément qu'il ne faut jamais perdre aussi, parce que derrière la productivité, il peut y avoir aussi des coûts, des charges, des investissements, donc c'est une question d'équilibre. Eh bien, merci à tous les deux. On va conclure ce temps de présentation d'études.